Bonjour, nous sommes négociateurs professionnels. Nous avons inspiré la série qui met en scène Éric Beaumont. Ensemble, nous allons décrypter les épisodes de Ransom. La négociation n'aura plus aucun secret pour vous. C'est parti. Il faudrait qu'on parle de la demande de rançon. Notre assurance accepte de nous couvrir à hauteur d'1 million de dollars. Ma femme a environ 1 million sur son fonds fiduciaire. Pour arriver à 5, il faudrait vendre la maison. Et avant demain midi, c'est impossible. Il faut vraiment qu'on sache à qui on a affaire. Il est très peu probable que ce soit la main de la mort. Vous n'auriez pas une info qui pourrait nous servir? Non. Je ne vous crois pas, Monsieur Clarks. Bien, on voit là quand Eric est en train de s'adresser au père, qu'il est en train d'observer son comportement. Il observe sa gestuelle et il lui pose une question. Il va se passer quelque chose de bien particulier. Le père, qui a l'habitude de faire tourner son stylo, va arrêter ce mouvement. Et on voit également la latence, la durée de réponse. Il va prendre un peu plus de temps pour répondre à la question d'Eric. Et Eric va le provoquer en lui disant « Vous ne me dites pas toute la vérité ». Parce qu'il s'est aperçu qu'effectivement, il est en train de retenir une information importante. Pourquoi je vous mentirais? Bon, je ne dis pas que vous mentez à proprement parler, mais il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Vous savez ce qu'est la charge cognitive? C'est le nombre maximal d'informations qu'une personne peut gérer à la fois. Si on dépasse ce seuil, le cerveau commence à arrêter les fonctions non essentielles comme la capacité à faire tourner ce stylo entre vos doigts. Je vous ai posé une question simple, qui ne demandait aucune réflexion. Éric l'explique d'ailleurs, la charge cognitive. Alors qu'est-ce que c'est que la charge cognitive? C'est l'effort mental que vous devez produire pour réaliser une action. Sachez-le, vous ne pouvez pas réaliser plus de 3 ou 4 actions en même temps. Ce qui veut dire que le rôle d'Éric, quelque part, ça va être de saturer la charge cognitive du père. Pour voir si en l'occurrence, il est en mesure justement d'apporter des réponses adaptées en fonction des questions qu'il va poser. Quand la charge cognitive se sature, il se passe plusieurs choses. Dans un premier temps, généralement, le temps de réponse va augmenter. La nictation va diminuer, c'est-à-dire le clignement des yeux, et également, ce qu'on peut observer, c'est que la gestuelle se rigidifie. Pourquoi le père arrête de faire tourner son stylo? C'est parce qu'il est incapable de processer plusieurs informations en même temps, ce qui va mettre évidemment la puce à l'oreille d'Éric. L'anecdote du stylo est précisément un cas qu'on a pu gérer avec Laurent en négociation. Et les scénaristes se sont inspirés précisément de ce cas-là. C'était lors d'une négociation achat-vente. L'acheteur en face de nous formulait des menaces et des différents ultimatums, mais sur un point précis de la négociation, il a arrêté tout d'un coup de faire tourner son stylo, alors que pendant toute la négociation, il avait pu le faire. Et sur cette question impliquante, en fait, on s'est rendu compte que l'information qu'il nous donnait et également les messages qu'il pouvait nous communiquer étaient complètement faux. C'est ça qui nous a permis justement de se poser les bonnes questions. En revanche, vous ne pouvez pas réunir la rançon de 5 millions, n'est-ce pas? Pas pour demain midi, c'est impossible. Mais vous pouvez négocier, Monsieur Beaumont. Je peux, mais de manière générale, le succès d'une négociation repose sur la confiance qu'on arrive à construire avec les ravisseurs. Et celui à qui on a affaire n'a confiance en personne. Si c'est lui qui a enlevé Célina, qu'est-ce qu'on va faire pour la récupérer? Éric parle encore une fois de confiance. Et il dit exactement que le succès de la mission dépend de la confiance qu'on peut construire avec le ravisseur. On a pu le voir auparavant, sans confiance, il n'y a pas de négociation. Et c'est uniquement cette capacité à créer ce lien qui fera la différence par la suite. Alors parler de confiance avec un criminel, c'est toujours étonnant. La question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que nous allons être sûrs que le criminel, que le ravisseur, va effectivement libérer son otage après qu'on ait payé la rançon? Et ça, c'est un risque qu'on doit prendre. C'est pour ça qu'on va travailler sur cette notion d'engagement mutuel. Même avec un criminel, il faut créer ce lien, il faut créer cette confiance. Alors, la confiance se gagne par goutte, elle se perd par litre. Une négociation efficace, c'est quand la décision arrêtée par les parties prenantes est appliquée jusqu'à son terme. Et donc sans confiance, on ne peut pas avoir cette capacité d'engagement dans la durée. Face à un ravisseur, face à un criminel, on doit malgré tout jouer sur cette confiance. On utilise une stratégie appelée le positionnisme. On impose nos conditions et on ne cède rien jusqu'à ce qu'il accepte, même s'il n'a pas reçu de réelle compensation. Mais pourquoi est-ce qu'il accepterait? Parce qu'il y a de très bonnes raisons de penser que Célina a besoin de recevoir rapidement des soins médicaux. Et un ravisseur sait très bien que son prisonnier n'a de réelle valeur que s'il reste vivant. Le positionnisme. Éric parle de positionnisme. Alors qu'est-ce que c'est cette stratégie?
Le positionnisme consiste à faire en sorte que la partie adverse se rallie à la position qu'on peut tenir. C'est une stratégie de négociation qui est utilisée généralement quand le rapport de force est en notre faveur. Et là, quand Eric dit, en l'occurrence, que l'otage n'a de valeur que s'il est en vie, il a parfaitement raison. C'est pour ça qu'il décide justement d'ancrer sa position et de faire en sorte que l'autre, donc le ravisseur, se rallie à leur propre position, c'est-à-dire la position du groupe. Alors le positionnisme est une stratégie qui va nécessiter évidemment beaucoup de conviction et beaucoup d'engagement. Parce que dès lors qu'on a fixé son point, dès lors qu'on a donné sa position à la partie adverse, il ne faut plus revenir en arrière. Si vous annoncez une position, vous montrez de la fermeté, mais que la partie adverse va s'apercevoir assez facilement qu'elle peut vous faire céder là-dessus, alors vous allez céder sur tout. Quand on décide de cette stratégie de positionnisme, il faut être capable d'aller jusqu'au bout et avoir les moyens de maintenir le rapport de force. Je dois avouer que je n'ai pas encore bien compris pour qui vous travaillez, vous et votre équipe. Mais j'ai un message pour vos employeurs. Et pour vous. Vous avez demandé une rançon de 5 millions de dollars. Et moi, je vais vous faire une contre-offre. Rien. Ok. En fait, je crois que c'est vous qui allez nous payer. Pour le traitement médical de Célina et sans doute les séances de psy dont elle aura besoin pour se rétablir après ce que vous lui avez fait subir. Et je vous enverrai aussi l'addition pour notre soirée au restaurant. N'attendez pas trop avant de vous décider, on sait tous les deux que le temps ne joue pas en votre faveur. Alors là, on voit que Eric va prendre un risque énorme. Il est en train de bluffer. Cette technique qu'on voit souvent dans les films ou dans les séries sur la négociation, elle est extrêmement risquée. Pourquoi? Parce que le ravisseur demande 5 millions et Eric, de manière très arrogante, va dire « je vous fais une contre-proposition, absolument rien ». Quand on bluffe, il faut être capable de perdre. En l'occurrence, Eric ne peut pas perdre. Si le ravisseur décide d'arrêter la relation, c'est Eric qui a perdu. Et donc cette technique du bluff, on la voit régulièrement, elle est très risquée. Dans une vraie situation comme celle-là, on ne l'utiliserait certainement pas. Également, pourquoi bluffer est si dangereux? C'est parce qu'on s'attaque à l'ego de la partie adverse. Et l'ego, en l'occurrence, c'est l'émotion. Et dès lors que l'ego de la partie adverse peut être écorché, justement, elle va être tentée de le restaurer par tous les moyens possibles. Et quand elle a du pouvoir, notamment en possession d'un otage, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur la négociation. Elle pourrait simplement, par volonté de restaurer cet ego, tuer l'otage et la négociation serait terminée. J'irai pas en prison. Non, en effet. Parce qu'une fois qu'on aura récupéré Célina, je vous laisserai vous en aller. Vous pensez que c'est un piège? Pas du tout. Un bon négociateur ne ment jamais. Et comme je vous l'ai dit, sauver des vies est ma seule et unique priorité. Un bon négociateur ne ment jamais. L'honnêteté, c'est le prix de la crédibilité. C'est une phrase que Laurent et moi répétons à longueur de temps. Quelle image aurait de nous les personnes avec qui on peut négocier si nous passions notre temps à mentir, à ne pas tenir nos engagements? Et quelle image vous auriez de la négociation? Désormais, vous êtes prêts à négocier. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.